Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Géopolitics. Et cette fois, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'organisation de la coopération de Shanghai. Donc, ils ont eu leur réunion le 8 mai 2023, qui s'est tenue à Goa, en Inde. Et cette fois, l'Inde assure la présidence de l'OCS. Et c'est terrible qu'il y a très peu de médias qui ont traité de cette réunion parce qu'il y a plein de choses importantes qui se sont passées. La coopération de Shanghai, c'est une organisation qui vise à lutter contre l'influence des États-Unis en Asie du Sud-Est et même en océan Indien. C'est une alternative. Et vous avez la Chine, la Russie qui étaient déjà membres, l'Inde et le Pakistan les ont rejoints en 2017. Et cette année, vous avez l'Iran et la Biélorussie qui vont aussi devenir des membres à part entière. Vous avez aussi des pays observateurs qui ont rejoint le club, parmi lesquels on peut citer l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Cambodge, l'Égypte, le Népal, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Sri Lanka et la Turquie, ainsi que les Émirats. On parlera c'est une autre actualité, les Émirats. Vous avez aussi Bahreïn, plein de pays ont rejoint l'organisation comme observateur. Maintenant, la coopération de Shanghai, c'est une vraie institution internationale, c'est-à-dire que c'est pas un truc de bisounours où tout le monde se sourit et fait des pieds et s'embrasse en fait. Vous avez 3 pays qui étaient problématiques et qui ont été abordés par la réunion, donc pendant cette réunion, l'Inde, la Chine et le Pakistan. En premier, vous avez des problèmes frontaliers entre l'Inde et la Chine, notamment du côté nord du Cachemire, et qui ont même donné lieu à des affrontements, même si ça risque de s'échafouer. Il n'y aura jamais de guerre ouverte entre l'Inde et la Chine parce que c'est deux puissances beaucoup trop gigantesques en fait. Mais quand vous avez ces deux blocs tectoniques qui se frottent, ça fait forcément des étincelles. Désolé pour le bruit en arrière-plan, et donc, dans le cas de la Chine et de l'Inde, M. Jay Shankar, donc le ministre des Affaires étrangères indien, a dit que même s'il y a des problèmes, il faudra que cette histoire de frontières soit résolue avant qu'on aille plus loin. Il semblerait que c'est en bonne voie. Ça prendra même plusieurs années, parce que c'est les deux pays qui vont rester campés sur leur position. Mais ça pourrait se résoudre. Ça pourrait clairement se résoudre en sachant que la Chine, qui est maintenant en guerre quasi ouverte avec les États-Unis, se dit qu'elle pourrait mettre de l'eau dans son vin et de se rapprocher de l'Inde. Et l'Inde aussi se rend compte qu'il y a des problèmes avec l'Occident et qu'elle pourrait aussi mettre de l'eau dans son chai afin d'avancer ensemble. Donc ça c'est le premier point, mais vous avez aussi le problème avec le Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan. Et là, M. Jay Shankar n'est pas allé par 4 chemins, il a tiré vraiment un boulet rouge. Déjà, là il le dit, la crédibilité du Pakistan se dégrade plus rapidement que ses réserves de devises. Et il a également accusé le Pakistan d'être le principal fabricant de l'usine à terrorisme dans la région. Le Pakistan a un vrai problème de terrorisme avec une frontière nord qui est poreuse en fait vis-à-vis de l'Afghanistan et c'est dans les pompes de Bombay. Voilà. En sachant que dans toute cette région, c'est surtout les frères musulmans qui sont à l'œuvre, notamment avec une organisation, une vraie saloperie, l'une des plus dangereuses qui existe, qui s'appelle le Vilayat Khorasan, qui est une organisation de propagande. Voilà, là il attaque le président le ministre des Affaires étrangères du Pakistan en fait, et au-delà du terrorisme, vous avez aussi un problème de frontières entre l'Inde et le Pakistan, toujours dans cette histoire du Cachemire. Il faut savoir que le principal projet industriel du Pakistan, ça s'appelle le CEPC, Corridor économique Pakistan-Chine, qui est financé par la Chine, qui est le fer de lance des nouvelles routes de la soie. La Chine a déjà investi plus de 6,6 milliards de dollars dessus.
Et c'est mitigé, le bilan est mitigé parce que le pays n'arrive pas à avancer correctement. Mais en plus, vous avez une partie du tracé de ce projet, puisque c'est des routes, c'est des centrales d'électricité, etc. C'est ça qui doit développer le Pakistan. Ce tracé passe par ces problèmes de frontières. Et là, M. Jaishankar a été catégorique en disant que jamais ils n'accepteront quelque chose qui puisse porter à l'intégrité, puisse porter atteinte à l'intégrité du territoire indien. Donc clairement, dans cette organisation de coopération de Shanghai, il y a des bisbis, c'est normal, parce que ce sont des États forts et souverains qui défendent leurs intérêts. Ensuite, mais malgré ces disputes, en fait, la coopération de Shanghai est en train de changer, de se réformer, dans le sens où l'Inde a incité à ce que l'anglais soit maintenant la troisième langue officielle. Je pense que la première c'est le chinois et la deuxième c'est le russe. Ça permettra de me faire mieux connaître cette organisation dans le monde. Mais entre ces trois pays, la Russie pourrait tout à fait agir comme une médiatrice. Voilà, la Russie s'entend bien avec l'Inde, s'entend bien avec la Chine et s'entend bien avec le Pakistan. Ensuite, donc comme je le dis, l'Inde, et il faut aussi prendre ce discours un peu agressif de l'Inde dans son contexte. C'est-à-dire que c'était fait à Goa et c'était un discours destiné au peuple indien, avant toute chose. C'est pour dire que nous, on est des virils, nous, on est des gens agressifs, on se laissera pas dominer par la Chine ou le Pakistan. Et donc, malgré ces disputes, l'Inde a estimé que la coopération de Shanghai est une bonne alternative aux institutions actuelles internationales, c'est-à-dire l'ONU, l'OMS, l'OMC, les institutions occidentales, parce que ça permettrait de régler les crises plus rapidement et plus efficacement. Et ça, c'est une grosse déclaration, quoi. C'est vraiment un appel à ce que la coopération de Shanghai ait plus d'ambition, en sachant que cette organisation est en pleine mutation, parce qu'elle est en train d'être fusionnée avec les BRICS+, avec l'Union économique eurasiatique et la communauté des États indépendants, tout en tissant des liens avec l'ASEAN, l'Union africaine et le Mercosur. Et ce qu'on voit, en fait, avec ces différents liens entre les différentes organisations, c'est que l'Occident n'est pas présent. C'est qu'en fait, ce nouveau monde est en train de tisser une clôture tout autour de l'Occident pour qu'il se débrouille, en fait, et l'isolement. C'est-à-dire qu'on veut isoler l'Occident. Voilà, là, il parle de ce que l'OCS pourrait faire. Et pour le moment, ça s'intéresse aussi à l'Afghanistan. Parce que l'Inde, depuis des décennies, il y a deux pays qui l'intéressent, l'Iran et l'Afghanistan. L'Iran parce que jusqu'à la partition, l'Iran était frontalier de l'Inde. C'est un pays naturel pour les deux peuples, hein, c'est des Indiens et des Perses. Et c'est un développement naturel de son marché. Les produits indiens, c'était destiné pour l'Asie centrale. Ça a toujours été son objectif. Et vous avez l'Afghanistan qui est un hub naturel. Au-delà des ressources minières, où les Chinois ont des billes, mais ça prend du temps pour le développer, puisque l'Afghanistan reste un pays très primitif, il n'y a pas d'état fonctionnel, etc. Mais même sans ça, c'est un hub naturel, parce que vous pouvez desservir l'océan Indien, vous pouvez avoir des débouchés sur la Chine, vous pouvez avoir des débouchés sur le Pacifique. Donc l'Inde est très intéressée par l'Afghanistan. Donc voilà à peu près ce qui s'est dit à la réunion, c'est-à-dire qu'il y a des disputes qui doivent être réglées, mais personne ne dit que la coopération de Shanghai est quelque chose d'obsolète. Au contraire, c'est en train de réformer. Elle est maintenant à sa 30e année d'existence et elle est déjà en train de changer. Parce que quand vous prenez par exemple l'ONU, ça fait des décennies qu'elle est là, elle n'a pas changé d'une iota, c'est la même merde en fait. La deuxième actu qui est exactement liée, c'est que ce que je disais, les Émirats Arabes Unis qui viennent de rejoindre
l'Organisation de coopération de Shanghai, et qui va aller vers un monde beaucoup plus multipolaire. L'arrivée de l'Iran comme membre, parce que les Émirats seront des observateurs, mais si l'Iran qui deviendra un membre à part entière, ça peut vraiment donner des trucs très très cool en fait, parce que ça permettra de se rapprocher avec l'Inde, et qui pourrait tout à fait acheter son pétrole malgré l'embargo. C'est tout à fait des choses possibles en fait dans le futur. Et les Émirats, ça reste un petit pays, mais c'est en train de se battre acharnement sa petite place dans le nouveau monde. C'est vraiment des gens intelligents avec une diplomatie extrêmement élégante, parce que les Émirats sont en train de devenir le pont entre l'ancien monde, l'Occident, et le nouveau monde, avec des investissements dans la logistique, dans le secteur bancaire. Ils ont passé plusieurs lois pour attirer des expatriés beaucoup plus riches en fait, et donc il faudra garder un œil sur les Émirats. Donc voilà, et là on dit que voilà, aujourd'hui l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est 40% de la population mondiale et 30% de sa production économique. Et c'est terrible en fait que les médias occidentaux n'en parlent quasiment pas. C'est une organisation très 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 importante, et qui peut vraiment changer le monde. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.